À l'abri des regards, quelque part à Matamoros, au Mexique, un ranch cache de sombres secrets. À l'intérieur d'une cabane trône un chaudron de fer noirci par le temps, dans lequel flottent des os humains, du sang coagulé et des viscères en décomposition. L'odeur est suffocante. Et non, il ne s'agit pas là d'un crime comme les autres. Il s'agit là d'un véritable culte. Un culte où le sang est une offrande, où chaque sacrifice est censé apporter pouvoir et protection. Et à sa tête, un homme qui rêvait de devenir mannequin, convaincu d'être invincible. Un leader charismatique à la fois vénéré et redouté. Pour certains, un messie. Pour d'autres, un démon capable d'endoctriner des narcotrafiquants parmi les plus dangereux du Mexique en leur promettant que des sacrifices humains les rendraient invincibles. Aujourd'hui, je vous propose de vous emmener dans l'histoire glaçante des narcosatanicos, où le crime organisé et l'ésotérisme se sont entrelacés jusqu'à soumettre des criminels endurcis à des rituels sanglants. Quand on entend ce début, ça pourrait laisser penser qu'il s'agit d'un trait d'horreur, mais absolument pas. Aujourd'hui, on va parler d'un fait divers qui a totalement bouleversé le Mexique. Nous sommes en 1962 à Miami. Dans le quartier bouillonnant de Little Havana, l'air est chargé d'épices, de tabac et de café fraîchement moulu. La journée, les effluves de viande grillée et de plantains frits se mêlent au rire des joueurs de dominos installés sous des auvents défraîchis. Les vendeurs ambulants interpellent les passants, leurs chariots débordent de fruits tropicaux juteux et de cigares roulés à la main. Et lorsque le soleil se couche, une autre atmosphère s'installe. Les percussions afro-caribéennes résonnent dans les ruelles étroites. La chaleur devient moite, presque écrasante. Derrière les façades des églises catholiques, d'autres cultes prennent vie. On y prie avec ferveur, mais on y murmure aussi d'autres noms, plus anciens et beaucoup plus obscurs. Ici, tout le monde a une histoire. Tout le monde a fui quelque chose et tout le monde croit à quelque chose. Dieu, les esprits, la chance, la malédiction. Ici, la foi est un équilibre fragile entre héritage et survie. Alors pour certains, elle se limite au banc d'une chapelle. Pour d'autres, elle prend racine dans des rites plus anciens, importés d'Afrique par les esclaves et transformés au fil des siècles. Deux d'entre eux dominent, la Santeria et le Palo Mayombe. La Santeria est une fusion du catholicisme et des traditions spirituelles yorubas. Ces adeptes vénèrent les orishas, des entités comparables aux saints chrétiens censés guider et protéger. Les rituels passent par des offrandes, des cérémonies et des consultations divinatoires visant à équilibrer les forces invisibles qui régissent le destin. Le Palo Mayombe, lui, est plus brut. Il va reposer sur la connexion entre les esprits des ancêtres et les forces naturelles. Au cœur de cette pratique, il y a l'Nganga, un chaudron dans lequel sont enfermés des ossements, du sang et divers éléments organiques. Plus qu'un simple objet, la Nganga pense et doit être nourrie. Ces adeptes croient qu'en l'alimentant par des sacrifices, elle leur conférera protection et puissance. Ces croyances sont profondément ancrées dans la culture afro-caribéenne et continuent d'être pratiquées aujourd'hui sous différentes formes. C'est dans cet univers où le sacré et l'occulte se confondent qu'Adolfo de Jesus Constanzo voit le jour. Sa mère, Delia Aurora González, n'a que 15 ans lorsqu'elle donne naissance à Adolfo. Son père disparaît aussitôt, ne laissant derrière lui qu'un nom sur un bout de papier. Delia est seule, mais elle ne doute pas un instant. Son fils est spécial. Dès sa naissance, elle l'enveloppe d'une protection invisible. Sous son oreiller, elle glisse des talismans. Au creux de son oreille, elle murmure des prières. Dans l'eau de ses bains, elle verse des infusions de plantes sacrées. Très tôt, Adolfo attire l'attention des paleros, des prêtres du Palo Mayombe. Il voit en lui un élu. Il grandit avec une certitude, il est exceptionnel. Sa mère ne cesse de le lui répéter. Les esprits le protègent, ils veillent sur lui, mais ils ne donnent rien gratuitement. Ils exigent. Et plus le sacrifice est grand, plus la récompense sera immense. Les voisins murmurent que Delia parle aux morts, qu'elle ne dort jamais et qu'elle passe son temps à parler avec les défunts. Mais ce qu'ils ignorent, c'est que la vraie menace n'a rien d'un fantôme. Elle est bien vivante et elle grandit de l'autre côté de ces murs. Les hommes qui partagent la vie de Delia ne restent jamais longtemps. Certains prennent la fuite, effrayés par les rites étranges sous forme d'incantations murmurées et de bougies qui vacillent dans l'obscurité. D'autres ne supportent pas la vue des volailles qui gisent sur le sol, égorgées pour être offertes aux esprits. L'un d'eux, un homme d'affaires modeste, adopte Adolfo comme son propre fils. Pendant un temps, il lui offre une vie plus stable, loin des cultes et des rituels. Adolfo
goûte à l'instruction et à l'éducation. C'est un élève brillant, appliqué et respectueux des règles. Il impressionne par sa rigueur et son intelligence. Il devient un sportif accompli et s'investit à l'église jusqu'à devenir un enfant de cœur exemplaire. Mais derrière cette quête de perfection se cache aussi une obsession maladive de l'ordre et de la propreté. Un besoin de contrôle presque maniaque, comme s'il cherchait à dompter un monde qu'il sentait déjà vaciller autour de lui. Delia, quant à elle, n'a jamais cessé ses rituels. Après la mort de son premier mari, elle quitte Miami et s'installe dans la ville de San Juan à Porto Rico. Elle s'y remarie et continue à initier son fils à l'univers de la santeria et du palo mayombe. Parfois, il l'accompagne à Haïti où il découvre et apprend les pratiques vaudou. En 1972, alors qu'Adolfo a 10 ans, son beau-père tombe gravement malade. La famille quitte Porto Rico pour Miami dans l'espoir de lui trouver un traitement. Mais son beau-père meurt. Désormais, Delia est seule avec ses enfants. Et à partir de ce moment-là, la maison va se transformer en véritable sanctuaire sacré. Le sang macule les murs. Des carcasses d'animaux en décomposition jonchent les sols de la maison. Les rituels deviennent quotidiens. Parce que pour Delia, il n'y a aucun doute. Son fils est promis un destin hors du commun et il doit apprendre à nourrir les esprits. Elle l'observe, l'initie aux pratiques ésotériques, lui répète inlassablement que les esprits le protègent et lui répondront tant qu'il leur donnera ce qu'ils exigent. Adolfo écoute, Adolfo apprend et Adolfo comprend. À 14 ans seulement, il devient père, un enfant qu'il n'élèvera jamais. Pour lui, ce n'est pas une responsabilité dont il doit se charger. Il ne se considère pas comme un simple homme. Il est au-dessus des lois humaines, affranchi des règles qui régissent le commun des mortels. Mais à 18 ans, il prouve que son pouvoir va bien au-delà de ce qu'on imaginait. Un soir, il prédit une tentative d'assassinat contre le président des États-Unis. Quelques jours plus tard, le 30 mars 1981, un homme tire sur Ronald Reagan à Washington. Dans l'entourage d'Adolfo, les réactions oscillent entre fascination et effroi. Il l'avait dit, il l'avait vu. Certains murmurent que ce n'est qu'une coïncidence, d'autres n'ont plus aucun doute. Désormais, Adolfo n'a plus besoin de prouver quoi que ce soit. Les gens le croient. Et parmi eux, un homme en particulier va le propulser vers un autre niveau spirituel. Un prêtre haïtien du palo mayombe. Un homme puissant, craint, respecté, qui officie dans l'ombre. Adolfo devient son disciple. Il apprend l'art du sacrifice, la force du sang, le pouvoir du contrôle, avec au centre de tout, l'objet sacré, la nganga. Elle pense, elle veut être nourrie. Et celui qui la sert obtient protection, chance et richesse. Adolfo s'investit corps et âme dans ses enseignements. Il veut apprendre, oui, mais il veut surtout dépasser son maître. 3 ans plus tard, à 21 ans, il est enfin prêt pour son initiation finale. La préparation prend quelques semaines. D'abord, Adolfo baigne dans un bain d'infusion d'herbes soigneusement préparé pour purifier son corps et son âme. Il passe des nuits entières sous un arbre sacré, en communion avec les esprits. Ses vêtements sont enterrés dans un cimetière pour absorber l'énergie des défunts qui y habitent. Puis vient le rituel final. Dans un hangar délabré, son padrino l'attend. L'air est lourd, saturé de fumée d'encens et d'une odeur métallique et crue qui s'accroche aux narines. Adolfo avance dans l'ombre, vêtu des habits qu'il a lui-même enterrés des semaines plus tôt. Le tissu est imprégné d'humidité, de terre, et une odeur âcre de décomposition s'en échappe. Il s'allonge sur un autel, les yeux bandés. Dans le hangar, le silence absolu est soudain brisé par une incantation murmurée en bantou, une langue originaire d'Afrique. Elle danse dans l'air, s'entrelace aux volutes de fumée, dans une transe presque irréelle. Puis un son, discret d'abord, vient rompre l'atmosphère presque hypnotique. Le padrino aiguise une lame. Un poulet vivant est posé sur le torse d'Adolfo. Ses plumes effleurent sa peau d'une façon presque apaisante. Adolfo inspire profondément. Un mouvement rapide, précis, fend l'air. La lame du couteau vient de traverser l'animal, laissant couler le sang chaud le long de ses côtes, avant d'être recueillie dans la nganga pour nourrir l'entité. La lame est ensuite chauffée jusqu'à ce qu'elle rougisse. Adolfo sent la chaleur avant même que le métal ne touche sa peau. La première entaille lui arrache un frisson. La douleur est intense, profonde, mais il l'accepte. Les suivantes sont un supplice. Mais c'est le prix à payer.
Chaque incision devient un symbole gravé dans sa chair. Elles sont sa signature, la preuve indélébile qu'il appartient désormais au monde des morts. À partir de cet instant précis, Adolfo n'a plus peur de rien. Et si comme Adolfo vous n'avez peur de rien, eh bien je vous mets au défi de vous abonner à cette chaîne. Je publie une histoire captivante par semaine et on arrive bientôt aux 800 000 abonnés. Ce serait quand même pas mal dangereux ça, non? De retour dans notre histoire. En 1983, Adolfo quitte Miami pour Mexico avec un objectif précis, percer dans le milieu du mannequinat et du cinéma. Il est persuadé qu'un destin exceptionnel l'attend. Là-bas, il espère entrer dans un monde où il pourra briller. Il est beau, certes, élégant, sûr de lui. Il sait que dans un milieu où l'apparence est reine, il a toutes ses chances de réussir. À cette époque, Mexico est en pleine effervescence. La télévision mexicaine rayonne à l'international, les magazines mettent en avant de nouveaux visages, les soirées mondaines rassemblent le gratin du pays. Adolfo veut absolument en faire partie, il rêve de projecteurs, de richesse et d'influence. Il se fait rapidement une place. Il pose pour des magazines, fréquente les soirées mondaines, charme hommes et femmes avec une facilité déconcertante. Son magnétisme opère. Il capte l'attention, il fascine avec une aisance presque surnaturelle. Mais il comprend vite que les stars ne sont que des pions. Le véritable pouvoir ne pose pas devant les projecteurs, il les contrôle. Alors très vite, il va délaisser ce monde d'apparence trompeuse pour se tourner vers ce qui l'a toujours fasciné, le pouvoir occulte. Un pouvoir que les élites elles-mêmes viendront bientôt chercher auprès de lui. Son padrino le met en contact avec des figures du monde ésotérique. À Mexico, les croyances afro-caribéennes sont très présentes et c'est le terrain parfait pour un homme comme lui. Rapidement, il se crée une réputation. On murmure qu'il sait lire l'avenir, qu'il voit ce que les autres ignorent, qu'il a un pouvoir que personne ne peut expliquer. Il commence à proposer des consultations privées. Ce sont des artistes, des mannequins, des célébrités locales qui viennent le voir. Des figures du milieu du spectacle fascinées par son charisme et intriguées par l'aura mystérieuse qui l'entoure. Ils veulent du succès, des contrats juteux et de grandes carrières. Certains cherchent à écarter leurs rivaux, d'autres veulent attirer la fortune. Et Adolfo leur vend la certitude d'y parvenir. Et vous savez quoi? Eh bien, les résultats sont là. Certains décrochent des opportunités inespérées, d'autres échappent de justesse à des scandales ou des revers financiers. Le bouche à oreille fait le reste. Et rapidement, l'homme qui tire les cartes et lit dans les coquillages se fait un véritable nom. C'est un conseiller, un sorcier, un faiseur de miracles. Parmi ceux qui l'écoutent, Martín Quintana Rodriguez. Séduit par son charisme et convaincu de sa puissance, il devient rapidement un allié fidèle. Il veille sur son influence, le protège et s'assure que personne ne le trahisse. Au fil des semaines, il devient le bras droit d'Adolfo et aussi son amant. Peu à peu, Martín n'existe plus qu'à travers lui. Ensemble, ils se feraient un chemin dans les cercles très fermés de Mexico, là où le véritable pouvoir se joue. C'est dans cet univers qu'il rencontre Omar Francisco Orea Ochoa, un jeune étudiant passionné par l'occulte. Depuis des années, Omar cherche un maître, un guide qui lui montrerait la voie. Un voyant lui a prédit qu'un jour, un homme bouleverserait son destin. Depuis, il cherche cet homme qui pourrait bien lui changer la vie. Alors, quand il entend parler d'Adolfo, il comprend immédiatement que c'est lui. À cette époque, Omar vit chez Jorge Montes, un ancien mannequin reconverti sorcier. Sous le nom de Docteur Hindou, il vend ses services ésotériques aux personnes désespérées. Lorsque les deux hommes rencontrent Adolfo pour la première fois, ils sont hypnotisés. Adolfo les observe, leur parle et en quelques minutes, il sait tout d'eux. Il évoque leurs blessures, leurs ambitions, leurs peurs. Omar et Jorge sont fascinés. Adolfo est définitivement celui qu'ils attendaient. Omar rejoint naturellement le cercle d'Adolfo pour devenir un soutien de plus, et comme Martín, son amant. Martín vit cette nouvelle relation comme une trahison, mais il est impossible de refuser quoi que ce soit au grand maître spirituel, alors il accepte à contre-cœur. Dans le cercle d'Adolfo, on ne partage pas son lit par choix, mais parce qu'il l'exige. Avec Jorge, Adolfo élargit un peu plus son réseau. L'ancien mannequin l'introduit au cercle mondain, aux élites, aux âmes perdues, prêtes à tout pour obtenir pouvoir et protection. Adolfo leur offre des lectures gratuites, devine ce qu'ils veulent entendre, laisse entrevoir qu'il peut changer leur destin.
comme Maria del Rosia Suavecito qui se considère comme une malchanceuse en amour et qui pense être maudite. Adolfo lui promet un renouveau, et pour ça, eh bien, il va lui proposer un rituel pendant lequel il lui donne un nouveau nom, Carla, avant de devenir son amant, pour briser son cycle de ses échecs sentimentaux. D'autres viennent chercher justice, comme Damian, une drag queen agressée et escroquée par un propriétaire de boîte de nuit qui vient lui demander vengeance. Adolfo exécute un rituel et quelques semaines plus tard, l'homme fait une crise cardiaque et décède. Carla et Damian rejoignent alors le cercle convaincus par la puissance des pouvoirs d'Adolfo, désormais en mesure de leur assurer gloire et protection. Un courtier immobilier, Francisco, tombe aussi sous son influence après qu'Adolfo ait prédit un tremblement de terre à Mexico en 1985. Le culte prend forme. Petit à petit, Adolfo initie ses fidèles. Comme lui, il les marque au couteau brûlant, répand du rhum hallucinogène dans la pièce, sacrifie des poulets sur eux. Désormais, ceux qui le suivent ne sont pas seulement des croyants. Ils lui appartiennent. Le cercle est prêt. Adolfo a ses fidèles. Son pouvoir grandit. Il est temps de passer à la vitesse supérieure. Adolfo a conquis les esprits. Il a séduit, l'a convaincu. Cependant, malgré son influence grandissante, il n'a pas encore atteint son objectif ultime, le pouvoir absolu. Et pour ça, eh bien, il n'a pas d'autre choix. Il doit créer une nganga. Traditionnellement, ce chaudron sacré est un réceptacle d'énergie. Il se compose d'ossements d'animaux, de terres de cimetière, de métaux et d'objets symboliques. Mais pour avoir un pouvoir absolu, il faut aller beaucoup plus loin. Adolfo le sent, il le sait. Les offrandes animales ne suffisent plus. Il lui faut autre chose. Il lui faut maintenant des restes humains. Et tout commence sous la lune noire. Adolfo et ses fidèles se rendent dans un cimetière. Là-bas, ils creusent et exhument un cadavre. En silence, ils le transportent jusqu'à leur sanctuaire sacré, un appartement situé dans une partie moins fréquentée de la ville pour assurer la confidentialité et la sécurité nécessaires à leur rituel. Au centre de la pièce, la marmite sacrificielle attend, entourée de bougies et d'encens. Adolfo se couvre d'un drap blanc. Il se fige, puis se crispe dans une grimace inhumaine. Ses muscles tressaillent, une voix rauque s'échappe de sa gorge, une voix qui n'est pas la sienne. Il semble comme possédé. Omar, tremblant, pose la question obligatoire pendant ce rituel. L'esprit nous servira-t-il ? Et d'une voix d'outre-tombe, Adolfo répond « Il le fera ». Comme une bénédiction, les disciples placent les restes du cadavre inhumé dans la nganga et ajoutent des offrandes, des pièces de monnaie, une tête de chèvre, une tortue rôtie et un chat bouilli. Grâce à ça, l'esprit a désormais une enveloppe matérielle qu'il faut nourrir régulièrement. Dès cet instant, le culte change complètement de dimension. Les disciples d'Adolfo parlent de lui dans le quartier. Les rumeurs courent dans les rues et les nouvelles formes de rituels deviennent publiques. On vient de loin pour rencontrer Adolfo. Et rapidement, sa réputation grandit un peu plus. Il ne cache plus ses rituels. Il allonge ses clients sur l'autel, trace des symboles sur leur peau, sacrifie des animaux sur leur torse. Adolfo fait payer ses consultations de plus en plus cher et commence à vivre dans l'opulence. Bijoux, vêtements hors de prix, virées shopping, rien n'arrête plus le petit cartomancien débarqué des États-Unis. Les demandes se multiplient encore et encore. Ce sont désormais des narcotrafiquants qui viennent le voir. Dans le monde du crime, la peur gouverne tout. Mais les cartels ont une autre certitude. La magie protège. Depuis toujours, les trafiquants croient aux rituels, aux esprits, aux offrandes, qui rendent invisibles aux balles et aux autorités. Ceux qui jouent leur vie à chaque transaction, ceux qui pour qui une simple erreur signifie la mort, ne cherchent ni la gloire, ni le succès. Eux, ce qu'ils veulent, c'est l'invincibilité. Ils veulent être intouchables et invulnérables. Mais la peur ne touche pas que les criminels. Dans les cercles de la police fédérale, certains écoutent aussi ces rumeurs. Et parmi eux, un homme est intrigué. Salvador Vidal Garcia Alarcón. Cet homme a une cicatrice qui lui traverse le visage et fige son expression dans une neutralité inquiétante. Et c'est également une connaissance de Jorge. C'est Jorge d'ailleurs qui va organiser la rencontre. Salvador est un policier fédéral corrompu, connu pour son influence et surtout sa violence. Mais il est aussi hanté. Il prétend être possédé par 3 esprits. Un sorcier africain, un guerrier sioux et un meurtrier cubain. Depuis des années, il cherche une solution pour s'en libérer.
Sans succès. Quand il fait face à Adolfo, tout bascule. Sans la moindre hésitation, Adolfo prononce les 3 noms des esprits qui le tourmentent. Salvador n'a jamais parlé de ça à personne. Mais Adolfo sait, il voit. Convaincu d'être en présence d'un véritable maître, Salvador s'incline. Il devient un nouveau client. Adolfo lui promet de le purifier, de le libérer, mais surtout de lui offrir le pouvoir. Une protection infaillible qui le rendra intouchable. En échange, Salvador lui donne un badge de policier fédéral et des faux papiers. Désormais, Adolfo peut se faire passer pour un agent des forces de l'ordre, ce qui lui ouvre une porte vers un monde encore plus dangereux. Grâce au contact de Salvador, ses tarifs explosent. Les rituels de protection passent de centaines à des milliers de dollars. Avec cet argent, il achète un appartement luxueux dans lequel absolument tout est immaculé. Tout sauf une pièce. La salle des morts, dans laquelle se trouve un autel en marbre et sa nganga. Le culte impose que la marmite doit être conservée à l'extérieur. Mais comme sa mère avant lui, Adolfo ignore les interdits du Palo Mayombe et préfère la garder sous son toit. Ces cérémonies deviennent encore plus spectaculaires. Pour impressionner ses clients les plus puissants, il sacrifie des boa constricteurs, des zèbres et des lionceaux. Les clients affluent, fascinés par ces rituels si puissants. Entre 1985 et 1987, Adolfo vit comme un roi. Avec l'aide de Salvador et des policiers corrompus, il entre progressivement dans le trafic de drogue. Il rachète la cocaïne saisie par la police, revend la marchandise volée et orchestre même de fausses descentes pour piller les petits dealers. Sauf qu'Adolfo s'ennuie dans cette vie-là. L'argent et la magie ne l'amusent plus. Il veut autre chose. Il veut ce qu'il est venu chercher au Mexique. Le pouvoir. Le pouvoir ultime. C'est là qu'il repère Guillermo Calzada, un trafiquant de cocaïne qui dissimule sa marchandise dans des extincteurs de son entreprise. Un homme influent, respecté, mais pas intouchable. Et surtout, il est déjà client d'Adolfo. Depuis plusieurs mois, Guillermo lui achète ses rituels de protection. Le maître spirituel décide alors qu'il est temps de réclamer son dû. 50% de ses bénéfices, rien que ça. Mais Guillermo refuse. Alors une violente dispute éclate entre les deux hommes et Adolfo, humilié, est raccompagné à la sortie. Adolfo serre les dents. L'affront est inacceptable. Mais il ne dit rien. Il s'incline, tourne les talons et disparaît. Il laisse passer quelques jours, puis il recontacte Guillermo. Cette fois, le ton est beaucoup plus doux, presque amical. Il s'excuse, il regrette leur dispute. Ce jour-là, dit-il, il n'était pas lui-même. Un esprit maléfique l'avait possédé. Et c'est ça qui l'inquiète, parce que ces entités, elles s'attachent. Il n'a pas senti leur présence partir. Peut-être qu'elles ont trouvé une autre cible. Peut-être qu'elles sont encore là, cachées, prêtes à frapper Guillermo et sa famille. Mais il veut l'aider. Il propose une purification. Une cérémonie puissante, totalement gratuite. Guillermo hésite, mais l'idée fait son chemin et il finit par accepter. Le jour venu, Guillermo arrive, confiant, accompagné de sa mère, sa femme, son garde du corps, son associé, sa secrétaire et Célia, la femme de ménage, une adolescente. Adolfo les accueille avec un sourire rassurant et les guide vers la salle de rituel dans laquelle se trouvent déjà Martine, Omar et Jorge. La pièce est sombre, saturée d'encens et de cire fondue. Sur l'autel, des statues de saints bordent un tapis d'œufs brisés et de plumes ensanglantées. Les poulets attachés dans un coin s'agitent nerveusement. Guillermo et sa famille s'installent, l'air grave, prêts à recevoir la purification. Adolfo commence à psalmodier en bantou, sa voix grave résonne entre les murs. Il tourne lentement autour d'eux avec son poignard cérémoniel à la main. Les autres ferment les yeux, se laissent happer par le chant. Un silence, une tension, puis un bruit sec se fait entendre. Le premier coup de couteau part dans un hurlement. Adolfo frappe en plein cœur. La lame s'enfonce sous les cris déchirants de la femme de Guillermo. C'est alors une véritable explosion de violence. Le chaos éclate dans la pièce. Omar et Jorge s'attaquent aux gardes du corps, à Guillermo et à sa secrétaire. Les corps tombent tous un à un sur le sol. L'air, lourd d'encens il y a une seconde, est à présent saturé de l'odeur métallique du sang chaud. Il ne reste que Célia. L'adolescente est figée. Son souffle est court, ses jambes tremblent, son regard oscille entre les corps éventrés.
et Adolfo qui avance lentement vers elle. Il prend son temps, savoure chaque seconde. Il s'agenouille face à elle. Son regard est doux, presque tendre. Puis dans un geste brutal, il enfonce son poignard dans sa poitrine. Ses doigts glissent à l'intérieur de la plaie, cherchent, agrippent, tirent. Un râle, un dernier spasme. Le cœur arraché de Celia palpite encore entre ses mains. Martine, jusque-là fidèle et impassible, vacille. Ses entrailles se retournent, son corps le trahit. Il vomit au milieu du carnage, les sanglots s'échappant malgré lui. Mais Adolfo n'a Dieu que pour la scène qu'il a créée. Les cadavres ne sont plus des corps, ce sont des offrandes. Leurs organes sont extraits et déposés dans la Nganga. Les cerveaux nourrissent l'entité, les colonnes vertébrales deviennent des colliers. Le rituel est accompli, mais le massacre de la famille Calzada n'a pas suffi. Adolfo a tué, il a goûté à la violence, mais il n'a rien gagné. Guillermo n'était pas un chef de cartel. Son réseau s'est effondré avec lui et Adolfo est resté sans réel pouvoir sur le trafic. Il lui faut plus. Un cartel structuré, un empire prêt à être conquis. Et ça tombe bien. Les Hernandez sont en difficulté. Basé à Matamoros, ce clan domine une partie du trafic de drogue vers les États-Unis. Corrompus jusqu'à l'os, ils opèrent sous la protection de la police locale. Leur business est solide, mais leur chef actuel, Helio Hernandez, peine à asseoir son autorité depuis la mort de son frère aîné. Il vacille, il cherche un moyen de renforcer son pouvoir. C'est l'opportunité parfaite. Adolfo sait qu'il ne peut pas se présenter directement à Helio. Il a besoin d'un intermédiaire. Et Salvador en connaît une. Sarah Aldrete, l'ex-petite amie d'Helio. Étudiante en éducation physique, elle vit à Matamoros, mais étudie à 15 minutes de là, à Brownsville, au Texas. Elle n'a aucun lien direct avec le trafic, mais sa proximité avec Helio en fait une cible idéale. Et Adolfo sait exactement comment l'approcher. Un soir, alors que Sarah conduit avec sa sœur, une voiture leur barre soudainement la route. Le crissement des pneus sur l'asphalte fend le silence. Sarah freine brutalement. La scène qui suit ressemble à une dispute amoureuse en pleine rue. Des passants s'arrêtent, intrigués. Adolfo se tient devant elle, calme, impassible. Il ne hausse pas le ton, ne montre aucune agressivité. Il n'en a pas besoin. Son regard suffit. Sarah, furieuse, exige des explications. Il esquisse un sourire et use de son charisme hypnotique pour inverser la dynamique. En quelques phrases bien choisies, il brise sa méfiance. La situation est si inhabituelle que les passants eux-mêmes l'encouragent à écouter cet homme. Résignée, elle se gare sur le côté et accepte d'échanger avec Adolfo. Il se présente alors sous un faux nom, Alejandro, un homme d'affaires qui voyage à travers le monde. Sarah est fascinée. Elle se laisse envoûter. Et sans le savoir, elle vient de sceller son destin. Martine, toujours l'amant d'Adolfo à cette époque, se retrouve reléguée au second plan. L'attention d'Adolfo est sur Sarah. Pendant 2 semaines, ils se voient de manière sporadique, jusqu'au jour où Adolfo la surprend avec un autre homme, Gilberto. Plutôt que de la confronter, il choisit une nouvelle approche. Il décide d'abandonner son masque. Il ne s'appelle pas Alejandro, il s'appelle Adolfo de Jesus Constanzo. C'est un agent fédéral infiltré, en mission sous couverture. Pour lui prouver, il lui montre son insigne. Sarah, contre toute attente, est charmée par ce secret. Elle quitte Gilberto et s'investit davantage avec Adolfo. Leur relation atteint son point ultime lorsqu'Adolfo se rend compte que leur rencontre n'est pas un hasard. Sarah est née le même jour et à la même heure que Delia, sa mère adorée. C'est alors une évidence. Sarah est séduite par ce lien spirituel qu'Adolfo tisse autour d'eux. Il la présente comme sa femme. Il lui promet que sous la protection d'un fédéral, rien ne pourra lui arriver. Puis brusquement, il change les règles. Il va alors abandonner la mascarade. Il n'est pas policier, il est gay, en couple avec Martine et Omar. Malgré cette annonce, Sarah ne part pas. Au contraire, elle s'engage encore plus profondément avec le groupe. Elle s'ouvre au Palo Mayombe, à la santeria, à la divination, captivée par le pouvoir de manipuler le destin et de prédire l'avenir. Adolfo lui prédit d'ailleurs une série d'événements positifs. Une bourse d'études, un vieil ami qui reprend contact et un ex-amant qui revient chercher son aide. Une chose incroyable, mais de moins en moins surprenante pour celles et ceux qui connaissent Adolfo, c'est que toutes ces prédictions se réalisent. La prédiction concernant l'ex-amant retient particulièrement l'attention d'Adolfo.
Souvenez-vous, l'ex-amant de Sarah n'est autre qu'Elio Hernandez, le chef du cartel dans lequel Adolfo veut absolument entrer. Et le hasard les remet sur la même route. Les deux ex-amoureux se croisent au détour d'une rue. Pendant leur discussion, Sarah découvre qu'ils traversent une période très difficile. Formée par Adolfo, elle joue son rôle à la perfection et lui offre une oreille attentive avant de glisser subtilement une proposition d'aide. Elle connaît quelqu'un qui pourrait l'aider, Adolfo. Le maître spirituel intervient alors et propose à Elio de lui apporter sa protection en échange d'intégrer ses activités criminelles dans le cartel. Elio accepte, l'affaire est conclue. Pour qu'Elio bénéficie de la protection ultime de la Nganga, il doit être initié. Sans ça, la magie ne peut pas agir. Adolfo le soumet au rite sanglant, scellant ainsi son lien avec les esprits et avec lui. Mais un chef initié ne suffit pas. Si le culte doit servir le cartel Hernandez, Sarah doit elle aussi traverser l'épreuve. Adolfo l'initie à son tour. Lorsqu'elle en ressort, elle n'est plus seulement une disciple, elle est la madrina, la prêtresse du culte, main spirituelle du cartel. Et avec ce nouveau statut, une dynamique s'impose. Sarah domine Elio, le chef du cartel doit lui obéir. Mais en réalité, c'est Adolfo qui tient les rênes. Le pouvoir change de main. Elio intègre peu à peu ces hommes occultes, des hommes superstitieux et prêts à croire à tout, parmi lesquels il y a Serafín Hernández. Née dans la violence et convaincue que son destin royal était assuré par son sang, Serafín se voit déjà prendre la place d'Elio. Mais il lui manque quelque chose d'essentiel, le charisme et la discipline. Cette rencontre avec Adolfo, c'est une opportunité pour lui de reprendre sa juste place. Et ça, Adolfo l'a tout de suite compris. Serafín n'est pas un chef, c'est un exécutant, un homme de main trop avide de prouver sa loyauté. Pour lui, c'est limpide, il deviendra un instrument entre ses mains, façonné par la peur et l'adrénaline du culte. Avec l'argent qu'il gagne, Adolfo finance l'extension de la maison familiale de Sarah. Sarah a désormais son propre appartement, un lieu de rassemblement où les nouveaux convertis apprennent les rituels. Sarah, qui étudiait pour devenir enseignante, trouve un nouveau plaisir dans l'instruction. Elle enseigne le Palo Mayombe comme un cours normal, dispense des leçons sur les sacrifices et les rituels sanglants à ses disciples. Pendant que Sarah les instruit, Adolfo travaille avec Elio pour renforcer le trafic de drogue. Il rachète les saisies de la police et les revend à leur tour. Mais surtout, Adolfo fixe petit à petit de nouvelles règles. Il n'est plus seulement le sorcier protecteur du cartel, il en est le maître. Et pour régner, il lui faut un sanctuaire, un lieu où sa magie et son pouvoir se mêleront au business du cartel. Un temple où l'argent et le sang couleront ensemble. À une trentaine de kilomètres de Matamoros, Rancho Santa Elena est un point stratégique du cartel Hernandez. Officiellement, c'est une ferme d'élevage avec ses chèvres et ses bovins. Mais en réalité, c'est une plaque tournante du trafic de drogue où la cocaïne et la marijuana sont stockées avant d'être expédiées vers les États-Unis par le clan Hernandez. Quand Adolfo s'impose auprès des Hernandez, il ne veut pas seulement en faire une base logistique. Il veut transformer le ranch en sanctuaire pour accueillir sa nouvelle Nganga. Une Nganga encore plus puissante. Mais un temple ne s'érige pas sans sacrifice. Et le premier à tomber s'appelle Moisés Castillo. Père de 12 enfants, Moisés est un fermier local qui n'a aucun lien avec le cartel. Mais il a déjà accepté de cacher de la marijuana sur son terrain contre un peu d'argent. Le 28 mai 1988, Moisés travaille dans son champ lorsque le grondement d'un moteur brise le silence. Une portière claque, Adolfo descend du véhicule et se présente. Il est le diable venu pour son âme. Sans un mot de plus, Moisés est forcé de monter dans le véhicule. Le trajet se fait dans un silence pesant. Lorsqu'il arrive à destination, dans une clairière isolée, loin des regards, Adolfo brise enfin le silence. Il se tourne vers Moisés et lui demande s'il se considère comme un bon chrétien. Lorsque Moisés répond par l'affirmative, Adolfo dévoile un sourire sinistre et lance à ses fidèles. Je vous l'avais dit, les chrétiens ne sont que des animaux. Et il exécute alors Moisés d'une balle dans la tête. Moisés s'écroule, son regard vide pointé vers la pleine lune qui se lève à l'horizon. Son corps sera enterré dans le verger et sa tombe deviendra l'acte fondateur du temple occulte de Rancho Santa Elena.
Adolfo attendra la prochaine pleine lune pour récolter les 28 bois sacrés qui entourent la tombe de Moïse, un rituel de Palomayombe censé sceller un lieu avec du sang versé. Un mois plus tard, le 28 juin, il revient à Rancho Santa Elena pour couper les 28 branches. Mais une nganga ne peut être activée dans sa pleine puissance sans un cerveau humain. Et Adolfo sait exactement où le trouver. Son fidèle Jorge Montes lui a parlé d'un problème personnel. Son colocataire. Ramon Pozos Gavel, alias la Claudia, est un travesti bruyant, envahissant, que Jorge ne supporte plus. Il n'en faut pas plus à Adolfo pour y voir une opportunité. Il persuade Jorge qu'un rituel est nécessaire, que ce sacrifice servira à purifier son espace et à renforcer la nganga. Le plan est simple. Accompagné de Martine, Jorge, Séraphine et Omar, ils préparent un piège dans l'appartement. Les bougies sont allumées, les incantations prêtes. Ils attendent le retour de Ramon. Quand il passe la porte d'entrée, les fidèles d'Adolfo se jettent sur lui. Il est bâillonné, traîné dans la salle de bain, et là, l'horreur commence. Adolfo ne se contente pas de l'exécuter. Il prend tout son temps. Il sectionne un à un les doigts et orteils de Ramon. Séraphine, encore novice, vomit, mais reste pour prouver sa loyauté. Omar et Jorge, eux, supplient de partir après les premières mutilations. Adolfo accepte, mais il est déçu. Il ne se détourne pas du regard mutilé de Ramon. Il s'accroupit lentement à côté de lui, approchant son visage du sien. Ses lèvres effleurent presque son oreille. Tu es à moi. Tu me serviras en enfer. D'un geste fluide et précis, il lui tranche la gorge. Le silence tombe dans l'appartement. Seul le gargouillement du sang s'écoulant sur le carrelage rompt l'immobilité du moment. L'offrande est faite. Le cerveau, essentiel pour enrichir la pensée de la nganga, est soigneusement extrait. Le chaudron sacré se gorge du liquide épais et poisseux. Les doigts et orteils deviennent des offrandes symboliques. Un os du tibia est récupéré pour remuer la nganga et en réveiller la puissance. Adolfo inspire profondément. Il le sent. Quelque chose a changé. Il est au sommet de son art, intouchable, invincible. Mais il ne veut plus seulement des sacrifices isolés. Il veut asseoir son pouvoir sur le trafic de drogue. Au début, les Hernandez voient Adolfo comme un sorcier excentrique, un atout utile pour attirer la chance. Il leur vend une protection. Mais petit à petit, il leur vend aussi une idéologie, celle d'un pouvoir total, où la mort n'est qu'un passage et où le sang est une offrande nécessaire à l'invulnérabilité. Sarah, elle, ne sacrifie pas, elle n'égorge pas, mais elle façonne. Chaque disciple passe sous son regard, chaque prière est supervisée par elle. Elle ne met pas la main dans la nganga, mais elle nourrit la folie de ceux qui le font. Les semaines passent et Adolfo s'impose. Subtilement d'abord, puis de manière plus radicale. Il commence à dicter les règles, à décider du droit de vie ou de mort. Et lorsque vient le moment d'étendre leur trafic, les Hernandez n'osent plus rien décider sans lui. Régulièrement, il alerte le cartel. La nganga a faim. Il leur faut des victimes. Peu importe qui, quelqu'un doit mourir. Il tue, il sacrifie, encore et encore, sans remords, sans hésitation. Les corps disparaissent dans la nganga, les offrandes se succèdent. La soif de sang d'Adolfo ne faiblit jamais. Jusqu'au jour où Adolfo ne se contente plus d'un simple sacrifice. Il veut un crime qui marquera les esprits, qui fera trembler les hommes et agenouiller les incrédules. Un acte symbolique à la hauteur de son pouvoir. Et cette tâche, il va la confier à Elio. Ses fidèles sont envoyés pour cueillir la première personne qui croisera leur chemin. Ce soir-là, c'est un malheureux garçon de 14 ans, José Luis Garcia Luna. C'est un jeune ouvrier du Rancho Santa Elena. Il passe ses journées avec le bétail sans jamais imaginer l'horreur qui se joue à quelques mètres de lui. Il est le seul enfant de sa fratrie à avoir terminé l'école primaire. Fier, il rêvait de posséder sa propre ferme un jour. Mais ce soir-là, José ne rentrera jamais chez lui. Quand les membres du culte l'amènent à la cabane, un sac sur la tête, il ne comprend pas ce qui se passe. Elio, déterminé à prouver sa loyauté, ne veut pas faire durer le supplice. D'un seul coup, la machette s'abat sur le crâne de José, tranchant net la tête du garçon. Un meurtre propre, rapide. Elio baisse son arme, mais son regard se fige. Il reconnaît le maillot de football. Puis, il reconnaît le visage.
C'est José, son propre cousin. Pendant un instant, Elio hésite, mais Adolfo n'a pas de pitié. Il n'y a pas de place pour la faiblesse. Aucun retour en arrière n'est possible. Elio doit prendre son cœur et le verser dans la Nganga. Ce jour-là, un verrou a sauté. La peur, l'hésitation et l'humanité ont disparu. Pendant ce temps, à la maison, sa mère attend. José ne rentre pas. L'inquiétude devient panique. Elle alerte la police, mais chaque visite au poste de Matamoros ne mène à rien. Elle est repoussée. On lui dit que son fils a sûrement fui vers les États-Unis. Pourtant, elle sait pertinemment que c'est faux. José n'aurait jamais abandonné sa famille. Et elle n'a pas l'intention de se taire. Mais à Matamoros, personne n'ose défier les Hernandez. Personne, jusqu'à ce que le vent tourne. En février 1989, Juan Benítez Ayala est embauché à la police fédérale et chargé de nettoyer les rangs de la police locale gangrénés par la corruption. Il ne perd pas de temps. Dès son arrivée, il fait arrêter tous les policiers en poste. Le chef précédent, Guillermo Pérez, disparaît du jour au lendemain, laissant derrière lui un bureau vide, à une exception près. 5 millions de dollars en argent issus de la drogue, soigneusement empilés comme s'il n'avait même pas eu le temps de les emporter. Les alliances d'Adolfo s'effondrent à mesure que les agents corrompus s'évanouissent dans la nature. Mais il n'a pas peur. Il est persuadé que sa magie le protège. Alors que la police change, le culte continue. Les victimes s'enchaînent. Adolfo ne se contente plus de tuer. Il veut voir ses fidèles s'impliquer, prouver leur engagement. Les corps ne sont plus simplement offerts à la Nganga. Ils deviennent des épreuves. Attachés, immobilisés, les victimes sont livrées à la montée en puissance d'un sadisme collectif. Les disciples commencent doucement. Des entailles superficielles, des doigts tranchés un à un, le sang s'écoule en filets sombres sur la terre du ranch. Puis, la douleur s'installe. Adolfo observe, il jauge, il teste leur obéissance autant que la résistance de leur proie. Sa lame danse sur la chair. Il joue avec la souffrance. Ses fidèles sont désormais prêts pour le sacrifice ultime. Celui qui rendra le cartel intouchable, qui garantira la protection absolue de la Nganga. Et pour ça, il leur faut un Américain. L'ordre d'Adolfo est précis. Il veut un homme blond, un étudiant, un fils parfait. Quelqu'un dont l'absence ne passerait pas inaperçue. Quelqu'un dont la disparition traverserait la frontière et ferait trembler ceux qui se croient à l'abri. Ce ne devait pas être un simple meurtre. Ce devait être un sacrifice qui résonnerait loin au-delà des terres de Matamoros. Ses disciples se mettent alors en chasse. Ils ne le savent pas encore, mais ils viennent de sceller le destin de Mark Kilroy. Jeune étudiant en médecine, Mark est l'incarnation du rêve américain. Brillant, apprécié, profondément religieux, il n'a pas de passé trouble, pas d'ennemis, rien qui puisse le mener à un tel sort. Il est venu à South Padre Island avec ses amis pour célébrer le Spring Break. Savourer un dernier moment d'insouciance avant de reprendre ses études. Les rues sont bondées, l'alcool coule à flot, la fête bat son plein. Mark profite, danse, flirte, rit. Son ami Bill Huddleton veille sur lui, s'assure que tout se passe bien. Mais dans la frénésie de la nuit, il suffit d'1 seconde d'inattention. Bill s'éloigne un instant. Quand il revient, Mark a disparu. Il le cherche, d'abord sans inquiétude, persuadé qu'il réapparaîtra d'un moment à l'autre, mais il ne reviendra jamais. Ivre et désorienté, Mark est monté de son plein gré dans une camionnette où l'attendaient Serafín Hernandez et El Gato. 2 hommes, sympathiques en apparence, qui lui proposent de leur accompagner. L'ambiance va vite changer. L'atmosphère devient plus lourde, le trajet s'éternise. Il ne reconnaît plus la route. Par chance, la camionnette s'arrête. Serafín descend du véhicule pour uriner. Mark n'hésite pas. Il bondit hors de la voiture et court pour sa vie. Ses jambes brûlent, son cœur cogne contre sa poitrine, mais il court. Il court sans se retourner. Sauf que ce n'est pas un enlèvement improvisé. Tout a été prévu. David Serna Valdés et Sergio Salinas, 2 autres fidèles d'Adolfo, vêtus d'un uniforme de police et d'un insigne, sont postés plus loin, en voiture de secours. Ils le suivaient déjà, silencieusement. Quand Mark surgit dans la rue, haletant, affolé, il freine brutalement devant lui. Les portières claquent. Il lui ordonne de ne pas bouger. Mark s'immobilise. Dans sa tête, une seule explication. Ce sont des policiers. Il est étranger. Il a bu. Il a fui une voiture sans raison apparente. Il ne veut surtout pas d'ennui. Il ne se débat pas. Il se rend. C'est alors fini.
Mark est emmené à Rancho Santa Elena. Sous le ciel encore étoilé du désert mexicain, il est transporté comme un simple colis, loin du tumulte des rues animées de Matamoros. Là-bas, personne ne viendra le chercher. Sur place, il ne comprend pas encore ce qui lui arrive. Assis à l'arrière de la camionnette, il sait seulement qu'il est prisonnier, que quelque chose ne va pas. Puis, un nuage de poussière. Une Mercedes dorée freine devant la cabane. La portière s'ouvre. Adolfo en sort et s'avance lentement, les mains dans les poches. Un silence pesant enveloppe l'atmosphère. Il fixe Mark. Aucun mot. Il n'a pas besoin d'en dire plus. Il tourne les talons et remonte dans sa voiture. La vitre teintée se referme et il disparaît. Mark reste seul dans le véhicule toute la nuit. Au petit matin, un homme s'approche. Domingo Reyes Bustamante, le gardien du ranch. Il tend à Mark un morceau de pain et un café. Un dernier repas, avant son exécution, selon le culte. Lorsqu'Adolfo arrive, il exige de l'intimité. Un paradoxe pour lui, qui prenait plaisir à mutiler ses victimes en public et qui forçait ses fidèles à assister, à participer, à se salir les mains. Cette fois, il veut être seul. Derrière les murs de la cabane, Mark est violé, puis tué d'un coup de machette à l'arrière du crâne. Une fois Mark mort, Adolfo ouvre les portes et fait signe à ses fidèles. Ils entrent, méthodiques, sans aucun mot. Désormais, ils n'hésitent plus. Plus de cris d'horreur, plus de réticence. Le sang ne les choque plus. Jusque-là, ils assistaient. Maintenant, ils agissent. Avec une froide précision, ils retirent le cerveau de Mark et le versent dans la Nganga. Son corps est mutilé. Ses jambes sont sectionnées pour faciliter l'enterrement. Sa colonne vertébrale est percée d'un fil de fer pour qu'une fois décomposées, ses vertèbres puissent être portées en collier. Personne ne détourne le regard. Personne ne remet quoi que ce soit en question. L'horreur n'est plus une épreuve. Elle est une routine. Adolfo n'a plus besoin de forcer ses fidèles. Ils viennent d'eux-mêmes participer au repas de Nganga. Quand tout est terminé, Adolfo observe la scène. Son regard est serein. Le rituel est accompli. Le culte exulte. Ils se sentent invincibles. Rien ne pourra plus jamais les atteindre. Et vous ne vous en doutez peut-être pas, mais c'est cette croyance qui va précipiter leur chute. Comme Adolfo le voulait, la disparition de Mark Kilroy ne passe pas inaperçue. La pression monte des États-Unis vers le Mexique et la police américaine exige des réponses. Des barrages sont mis en place sur les routes pour contrôler les véhicules. Mais le 1er avril 1989, Serafín Hernández force l'un d'entre eux. Serafín aperçoit le barrage, il ralentit pas, il n'a pas besoin de ralentir, il est protégé par la puissance de la Nganga et les pouvoirs du maître spirituel, Adolfo l'a dit. Alors il enfonce l'accélérateur. Matamoros vient de basculer. C'est la fin des narcosatanicos. La police le prend en filature et le suit discrètement jusqu'au Rancho Santa Elena. Sur place, les autorités découvrent des armes, de la drogue et des objets rituels suspects. Sous pression, les hommes présents sur le ranch avouent les meurtres rituels et guident les policiers jusqu'à la cabane servant de temple macabre. Les fouilles révèlent 13 corps mutilés, enterrés dans des fosses. Les cadavres portent des marques de torture, de rituels sanglants, et parmi eux, ils retrouvent Mark Kilroy. L'affaire explose dans les médias internationaux. Une chasse à l'homme est lancée pour retrouver Adolfo et ses fidèles, dont Sarah Aldrete. Adolfo et son groupe fuient alors à Mexico. Protégés par leurs contacts criminels, ils survivent en clandestinité pendant quelques semaines. Mais le 6 mai 1989, la police retrouve leur cachette après avoir été alertée par une voisine. L'immeuble est cerné, Adolfo ne fuit pas, il ne supplie pas, il sait. Il sait que son histoire ne peut s'écrire autrement. Il jette un dernier regard à Martine, puis il s'agenouille, le dos droit, et ordonne à son bras droit de l'abattre, lui et Martine. Son bras droit n'hésite pas et leur tire dessus à bout portant, avant de se rendre. À cet instant précis, El Doubi, son bras droit, est devenu exactement ce que le culte voulait de lui. Un homme sans conscience, sans émotion, un soldat du sang. Sarah Aldrete est arrêtée peu après et condamnée à 68 ans de prison. Elle clame son innocence, affirmant être une victime, mais son rôle dans l'organisation reste indéniable. Certains membres du culte échappent à la justice et ne seront jamais retrouvés. L'histoire des narcosatanicos s'est terminée dans un bain de sang.
Mais les échos de leurs crimes, eux, résonnent encore dans les mémoires. Des histoires circulent encore sur d'autres groupes inspirés par Adolfo, des criminels persuadés que les sacrifices humains les rendent invulnérables. Des exécutions macabres sont attribuées à des rituels de protection. Des disparitions sont expliquées par des offrandes aux esprits. Chaque hôtel clandestin découvert dans une planque de narcotrafiquants réveille l'ombre d'Adolfo. Aujourd'hui encore, il faut savoir que sur les routes poussiéreuses de Matamoros, des familles murmurent des prières en traversant les vestiges de Rancho Santa Elena. Certains disent que la terre là-bas est maudite, d'autres pensent qu'elle n'a jamais cessé de boire le sang. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous plonger dans mon dernier True Crime sur l'affaire Michel Fourniret qui a traumatisé toute une génération.